Bienvenue dans Le Monde selon l'IFRI, un podcast de l'Institut français des relations internationales. Je suis Marc Ecker, directeur adjoint de l'IFRI et rédacteur en chef de la revue Politique étrangère. Je co-anime ce podcast avec Cathy Hamilton, chargée de projet à l'IFRI. Bonjour Cathy. Bonjour Marc, bonjour à tous. L'objectif de ce podcast est de vous donner un aperçu de la richesse de la production de l'IFRI et de transmettre des clés de compréhension du monde dans lequel nous vivons. Pour cet épisode, nous avons le plaisir de recevoir Elie Tenenbaum, directeur du Centre des études de sécurité de l'IFRI. Il me semble particulièrement opportun de l'accueillir maintenant pour 3 raisons. D'abord, il revient tout juste du sommet de l'OTAN à Washington. Ensuite, il était récemment en Ukraine pour un séjour de recherche. Enfin, en juin, il a publié avec la collaboration d'Amélie Zima une étude intitulée « Retour à l'Est, la France, la menace russe et la défense du flanc Est de l'Europe ». Cette étude peut être téléchargée gratuitement sur le site internet de l'Institut français des relations internationales. Elie, bonjour et merci d'avoir accepté de venir à ce micro. Bonjour Marc, bonjour Cathy, merci de m'inviter. Il se trouve que j'étais moi-même en Ukraine fin juin, quelques jours avant vous. Évidemment, nous avons demandé à nos interlocuteurs ukrainiens quelles étaient leurs attentes par rapport au sommet de Washington. Ces derniers semblaient avoir des attentes plus modestes qu'avant le sommet de Vilnius en 2023. Le sujet d'une éventuelle adhésion de l'Ukraine à l'OTAN n'était plus au cœur des discussions et apparaissait désormais comme un objectif relativement lointain. En revanche, ils ont exprimé des besoins précis, notamment en matière de défense antiaérienne. Et puis le 8 juillet, à la veille du sommet de l'OTAN, l'armée russe a frappé un hôpital pour enfants à Kiev, faisant des dizaines de morts. Cet événement a-t-il influé sur le sommet de Washington ? Je pense que cet événement, la frappe massive russe, qui est effectivement la première frappe sur la région de Kiev depuis un an, aussi massive en tout cas, parce qu'il y a des frappes régulières, mais qui étaient jusqu'à présent interceptées, est venue surtout conforter ou renforcer plutôt le sentiment d'urgence dont vous parliez en termes de besoin de défense antiaérienne, et sentiment d'urgence des Ukrainiens, d'une nécessité d'un soutien occidental renforcé, et donc à un moment où l'Ukraine de toute façon était prévue pour occuper le devant de la scène, et l'Ukraine a occupé, je pense, les 2/3 des discussions officielles et non officielles du sommet. Et effectivement, ce contexte de la frappe a renforcé la dimension médiatique, mais l'Ukraine était déjà à l'agenda, était déjà au cœur de l'agenda de ce 75e anniversaire de l'OTAN, du sommet de Washington. Oui, parce qu'un sommet comme ça se prépare évidemment des mois à l'avance. Il y a des négociations pour négocier les termes du communiqué final. Les termes du communiqué final sont négociés plusieurs semaines au moins à l'avance, et l'ordre du jour du sommet est négocié et discuté plusieurs mois à l'avance. Donc comme vous l'avez dit, effectivement, la question de l'adhésion ou d'une invitation à l'adhésion, puisque c'est comme ça que ça fonctionne dans les sommets de l'OTAN, avait été déjà retirée de la table depuis très longtemps pour un certain nombre de raisons. Les Américains y étaient opposés parce qu'ils cherchent à réduire leurs engagements en Europe, parce qu'il n'y a pas de consensus politique aux États-Unis sur cette question-là. La question, l'Allemagne y est également opposée, et puis vous avez d'autres pays comme la Hongrie qui étaient opposés. Donc voilà, il n'y a pas de consensus. Vous savez que l'OTAN est une organisation qui fonctionne au consensus, et ce terme de consensus est très important, particulièrement au moment des sommets, ce qui fait que tous les sujets qui fâchent sont d'une certaine manière écartés, ou les sujets sur lesquels il y a des dissensus ou des divisions entre alliés sont écartés. Donc ça avait été écarté, et les Ukrainiens, le message avait été très très clair et avait été répété sur tous les tons, on va dire notamment par les Américains auprès de leurs homologues ukrainiens, dans le sens, n'essayez pas de reconduire le psychodrame, qui avait été un petit peu un psychodrame à Vilnius, où les Ukrainiens avaient essayé un petit peu de forcer la main avec une pression un petit peu médiatique et indirecte pour obtenir une invitation à l'adhésion au sommet, alors que clairement il n'y avait pas de consensus sur le sujet. Et donc ce qu'ils ont obtenu là, c'est essentiellement des nouvelles batteries patriotes, c'est ça ? Alors il y a un certain nombre de choses. Donc il y a des annonces qui ont été faites, qui étaient en fait attendues avant
comme là encore une fois dans ce type de sommet très chorégraphié, il y a beaucoup de choses qui fuitent avant, donc il n'y a pas de vraie surprise au moment du sommet lui-même. Donc il y a un certain nombre d'annonces en termes de livraison de matériel par les Américains et par d'autres alliés, donc en système de défense anti-aérienne, donc les fameux missiles Patriot, PAC-3 de nouvelle génération, donc de nouvelles batteries et de nouveaux intercepteurs, parce qu'il y a un problème du nombre de systèmes, il y a surtout un problème du nombre de missiles que vous mettez dans les systèmes, parce que les stocks arrivent à terme. Pour vous donner une idée, un système, une batterie en Patriot, c'est de l'ordre du milliard de dollars, et le missile intercepteur, il est à plusieurs millions, 3-4 millions selon les estimations. Donc c'est les deux qui vont être, les deux catégories qui vont être renflouées à la fois par les États-Unis, par l'Allemagne, par d'autres pays. L'Italie va également livrer un système Sante, ou Mamba, qui est un système franco-italien. La France et l'Italie avaient livré un premier système, l'Italie va en livrer un nouveau également, donc dans cette logique de défense solaire. Et puis dans les autres annonces, c'est les F-16, les fameux avions de combat F-16, dont on sait que la coalition pour la livraison est en place depuis plus d'un an, avec le Danemark, les Pays-Bas qui jouent un rôle moteur. Et donc là, il a été annoncé au sommet que les premiers F-16 voleront dans le ciel ukrainien cet été. Donc la livraison était effectivement en cours avec une formation des pilotes. Au-delà de ça, il y a d'autres annonces qui ont été faites qui me semblent pas inintéressantes vis-à-vis de l'aide à l'Ukraine. Le premier, c'est la création d'une mission, alors qui s'appelle pas tout à fait mission parce que l'Allemagne s'opposait au terme de mission, mais un programme qui s'appelle NSATU, qui est le NATO Security Assistance and Training for Ukraine, donc une mission d'assistance à la sécurité et de formation pour l'Ukraine. Qui va reprendre une partie du travail qui était conduite jusqu'alors par une cellule ad hoc coordonnée par les Américains. Dans le cas les auditeurs ont peut-être entendu parler du groupe de Ramstein qui coordonne un petit peu l'aide militaire à l'Ukraine. Alors le groupe de Ramstein, qui a un niveau politique entre ministres notamment de la défense, continue à exister, mais la mise en œuvre qui était faite par une petite unité américaine en Allemagne qui s'appelait SAGU va changer, on va dire, de casquette et va passer en partie sous le commandement de l'OTAN, donc sous ce format SATU. Le deuxième point qui est intéressant, c'est un engagement financier, ça Financial Pledge, pour une aide militaire à hauteur de 40 milliards d'euros. Alors le chiffre est libellé en euros, c'est pas inintéressant, pour l'année à venir, donc c'est-à-dire jusqu'à l'été 2025. Ça paraît beaucoup, en même temps c'est moins que le supplemental américain, donc le paquet qui a été voté au Congrès ce printemps, qui juste pour les États-Unis livrait 60 milliards de dollars à l'Ukraine. Donc là on est sur 40 milliards, donc en fait on est plutôt, c'est 40 milliards minimum, pardon, c'est pas jusqu'à 40 milliards, c'est 40 milliards minimum, mais donc donc il y a un engagement financier avec l'idée que les alliés finalement donnent aussi une visibilité, y compris à l'industrie de défense, en disant on va sur les prochaines années, l'idée c'est d'avoir un engagement pluriannuel et on va commander du matériel militaire pour livrer à l'OTAN, avec aussi une dimension de méthodologie qui est alors là peut-être ce qui intéresse plus le chercheur, mais qui a aussi une dimension politique. Vous savez que on savait pas exactement qui donnait quoi, dans quelle proportion, comment on valorise une aide. Voilà, si vous donnez des missiles qui sont près de la date de péremption, est-ce qu'on les valorise au prix d'achat, au prix sur le marché, est-ce qu'on fait une décote, etc. Il y avait un peu une guéguerre entre les alliés, notamment récemment entre la France et l'Allemagne, par exemple, sur le montant exact de l'aide accordée. Et l'idée dans ce Financial Pledge, c'est que l'OTAN et le secrétariat général de l'OTAN notamment, finalement harmonisent aussi un peu la méthodologie, et tous les deux fois par an, finalement donne un peu un bilan d'étape de qui donne quoi, ce qui pourrait créer des tensions politiques fortes entre alliés.
Je termine rapidement, désolé, je suis un peu long, mais il y a aussi qui a été annoncé un Compact for Ukraine, donc une sorte de pacte qui en fait une multilatéralisation d'un certain nombre d'accords bilatéraux qui avaient été signés au cours des 6 derniers mois. Il y a une vingtaine de pays, dont la France, qui ont signé des accords bilatéraux de coopération de défense. La France l'a signé le 16 février dernier, l'Allemagne, le Royaume-Uni, un certain nombre de pays l'ont fait. Et là, l'idée, c'est que sous la houlette américaine, finalement, tous ces accords bilatéraux de coopération qui s'engagent en général sur 10 ans, encore une fois, besoin de visibilité, quelle que soit l'issue éventuelle du conflit, eh bien, soit insérés tous ensemble dans un seul cadre qui est le Compact for Ukraine, une sorte de pacte multibilatéraux, etc. Et le tout dernier point, j'arrête là, c'est la création d'un centre d'analyse de l'OTAN à Kiev, qui est censé recueillir les enseignements du conflit, avec l'idée que je trouve pas inintéressante, que en fait aider l'Ukraine c'est aussi s'aider soi-même, c'est-à-dire c'est mieux comprendre les enjeux de la guerre de demain, et donc finalement donc on va avoir ce centre qui sera commandé par un général ou dirigé par un général d'une nation de l'OTAN. On avait déjà un petit centre de l'OTAN à Kiev, mais qui était plutôt politique et relativement réduit dans sa taille. Donc là, il y a une augmentation, mais avec une orientation vers les enseignements militaires et opérationnels. Il s'agit aussi de mieux comprendre le conflit en cours pour mieux aider l'Ukraine. Il y aura quand même officiellement des officiers supérieurs de pays de l'OTAN en Ukraine. Ce Exactement. Qui semblait être un peu un tabou dans les déclarations d'Emmanuel Macron. Qui seront évidemment dans des missions qui ne seront pas dans des missions de combat, qui seront même pas dans une mission d'assistance, de fait, qui seront dans une mission de collecte d'informations sur le conflit en cours. Mais évidemment, c'est une manière de mettre un pied dans la porte et de dire bon bah voilà, l'OTAN. Et le but de ce sommet est, il faut bien le dire, du secrétariat international de l'OTAN qui se sentait, parce que l'OTAN était dans une situation un peu bizarre où en même temps elle était présente dans toutes les têtes et dans l'aide concrète à l'Ukraine. Jusqu'à présent, l'OTAN ne faisait pratiquement rien. L'Union européenne, avec la Facilité européenne de paix, livre des armes à l'Ukraine. Les États membres, évidemment, sont individuellement très engagés, mais l'OTAN en tant qu'organisation était pratiquement absente. Et donc ça, c'était un des enjeux, notamment de Jens Stoltenberg, le secrétaire général qui quitte l'organisation après 12 ans de secrétariat, de position de secrétaire général. Il voulait absolument laisser comme trace pour son départ l'idée que l'OTAN puisse être structurellement et en tant qu'organisation engagée dans le soutien à l'Ukraine. Plus largement, quelles sont les leçons que vous tirez de ce sommet de Washington? Et quand vous parlez de besoin de consensus de tous ces engagements, est-ce que l'OTAN vous semble, comme l'a dit Joe Biden dans son discours inaugural, que l'OTAN est plus forte qu'elle ne l'a jamais été dans son histoire? Ce qui est sûr, c'est que la menace russe, qui s'est progressivement, d'ailleurs plus que brutalement, en France on a l'impression que la menace russe est réapparue d'un coup en 2022. Bon, évidemment, si vous interrogez certains alliés dès 2008, ils voyaient les choses, voire 2007, les choses très clairement se dévoiler. Mais en tout cas, le caractère non ambigu aujourd'hui de la dimension menaçante de la Russie a provoquer un resserrement des liens et toutes les questions qui pouvaient exister dans les années précédentes sur le sens de l'alliance, sur le sens de l'article 5 de la défense collective, aujourd'hui sont largement dépassées. C'est évidemment le cas du président français Emmanuel Macron, qui l'a reconnu assez ouvertement dans son discours de Bratislava en mai 2023, qui est venu un petit peu effacer l'interview qu'il avait donnée à The Economist en 2019, dans laquelle il avait dit l'OTAN est en état de mort cérébrale. Il l'a dit en mai 2023, c'est plus le cas, et le sens de l'alliance est clair aujourd'hui pour tous les alliés. Pour autant, et encore une fois, au risque de me répéter, l'OTAN est une organisation qui fonctionne au consensus, et donc il y a des sujets qui fâchent, mais ces sujets qui fâchent, on les met sous le tapis, surtout au moment du sommet.
dans les sujets qui a fortiori quand c'est le 75e anniversaire et qu'on est là pour montrer une photo de famille où tout le monde put on a happy face comme on dit en anglais et essaie de faire bonne figure. Voilà, donc quelques sujets qui fâchent. Le premier j'ai évoqué, c'est la question de l'élargissement. Donc il y a un désaccord entre alliés, certains alliés dont la France aujourd'hui pousse pour un élargissement à l'Ukraine, voire à d'autres pays. On pense à la Géorgie qui est candidate par exemple, d'autres n'y sont pas favorables, donc ça on n'en parle pas. Deuxième question où il y a une dissension, c'est celle liée à l'Indo-Pacifique et à la Chine. On sait que les États-Unis depuis longtemps poussent pour une position plus dure et un engagement plus fort de l'OTAN sur l'Indo-Pacifique, qui est encore une fois la priorité stratégique pour les États-Unis. Alors là aussi, dans la déclaration finale du sommet, on note des inflexions avec un langage beaucoup plus dur à l'égard de la Chine que dans les sommets précédents. Qui s'explique, et là c'est intéressant, notamment parce que par le soutien perçu comme indirect, mais aussi de plus en plus direct de la Chine à l'effort de guerre russe en Ukraine. Donc encore une fois, l'Ukraine est vraiment le point focal de tout ça, mais pour un certain nombre de pays, notamment d'Europe du Sud et fut un temps d'Europe de l'Est, ils étaient beaucoup moins allants sur l'idée de critiquer la Chine. On se souvient que l'Italie participait au projet des routes de la soie chinoise, par exemple. Aujourd'hui, elle l'a quitté, mais voilà, l'idée que en fait le soutien économique chinois à la Russie permet à la Russie aujourd'hui de financer son effort de guerre en Ukraine, c'est très clair et c'est dans la déclaration. Pour autant, sur l'engagement de l'OTAN dans la zone Indo-Pacifique, là, il continue à y avoir une forte division entre États. Au même moment du sommet, il y a un article dans Foreign Affairs qui a été publié par trois chercheurs, donc 2 Américains et un Français, Mathieu Drouin, qui est le chercheur français inséré au CSIS, qui est un think tank américain, qui disait non, l'OTAN ne doit pas s'étendre en Indo-Pacifique. On se souvient qu'au sommet de Vilnius l'année dernière, la France était vertement opposée à l'ouverture d'un bureau de liaison de l'OTAN à Tokyo, et donc ça reste un sujet de dissensus fort, même si encore une fois, l'idée d'une interconnexion des théâtres fait son chemin chez un certain nombre d'alliés et était présente dans le communiqué final. Troisième point presque totalement absent du débat, c'est le sujet du flanc sud. Là aussi, à Vilnius, l'année dernière, il y avait eu un peu une fronde d'un certain nombre d'alliés du flanc sud, Portugal, Espagne, Italie, Grèce et même Turquie, qui avaient dit finalement nous aussi on a des préoccupations de sécurité et même si on remet pas en cause l'importance de l'Ukraine, on aimerait que l'OTAN s'intéresse davantage à l'enjeu du voisinage sud. Ça avait débouché sur la nomination par le secrétaire général d'un groupe d'experts qui était censé remettre un rapport dont j'ai eu la chance de faire partie en tant que membre français du groupe d'experts. Le rapport a été remis au mois de mars, entériné par le Conseil de l'Atlantique Nord pour mise en œuvre d'un certain nombre de recommandations que nous avons émis. Le rapport est d'ailleurs en ligne sur le rapport indépendant du groupe d'experts indépendants est en ligne sur le site de l'OTAN, mais ça donne un paragraphe dans le rapport final et pratiquement pas évoqué. Il y avait l'idée que notamment des ministres des pays partenaires de l'OTAN issus du flanc sud, du dialogue méditerranéen ou l'initiative de coopération d'Istanbul, donc essentiellement Afrique du Nord, Moyen-Orient, soient invités, ils ne l'ont pas été. Et pourquoi ? Derrière, encore une fois, on a une division forte entre les alliés sur un certain nombre de sujets qui enflamment la question du flanc sud, notamment la guerre Israël, Gaza, ce qui se passe au Liban actuellement, qui fait que entre les États-Unis d'une part et la Turquie par exemple de l'autre, on n'a pas du tout les mêmes positions. Et que pour les pays partenaires, aujourd'hui, dans le contexte de la guerre actuelle à Gaza, s'afficher auprès d'un certain nombre de membres de l'OTAN qui sont des soutiens perçus comme des soutiens actifs d'Israël, c'était inenvisageable. Donc, exit flanc sud quasiment absent. Et puis le tout dernier point, qui est une question beaucoup plus profonde encore, qui a taraudé le sommet dans les couloirs, mais peu présente sur le devant de la scène, c'est la question de la nature de la solidarité transatlantique et de la trajectoire des États-Unis avec la campagne présidentielle en cours. Et là aussi, c'est un sujet dont évidemment on n'allait pas parler dans le langage officiel, mais donc
mais qui était dans tous les esprits et sur toutes les lèvres. Et justement, on voulait vous questionner sur cette ambiance de la campagne électorale américaine avec Joe Biden qui apparaît plutôt affaibli. Pendant le sommet, est-ce que vous avez parlé de ça et si Donald Trump revenait au pouvoir, quelles pourraient être les conséquences pour l'OTAN? Effectivement, c'était dans toutes les têtes. Je dis, l'Ukraine était sur le devant de la scène partout, mais la campagne présidentielle américaine était le sujet quasi exclusif des discussions de couloir qu'il pouvait y avoir dans le sommet, et notamment l'état de la campagne Biden après le débat complètement raté. Et encore tout ça, c'était avant la tentative d'assassinat qui a eu lieu entre-temps contre Donald Trump, qui en fait, de ce que je comprends, est quand même venu encore renforcer ce sentiment de décalage entre vraiment une campagne Trump qui surnage complètement le débat, une hyper visibilité de Trump et un président Biden qui est apparu encore une fois, y compris au moment du sommet, notamment de la conférence de presse qui a conclu le sommet, décalé avec des lapsus, dont on a tous vu appeler le président Zelensky qu'il a appelé Poutine, la vice-présidente Harris qu'il a appelé Trump, enfin bon. Donc qui a montré cette inquiétude sur l'hypothèse Trump, donc qui est aujourd'hui effectivement dans toutes les têtes. On a différents niveaux d'inquiétude. On a une inquiétude liée au personnage, dont on sait qu'il est hostile au-delà de l'OTAN, à l'idée même du principe de solidarité, de défense collective, que défendre ses alliés, c'est se défendre soi-même, etc. On sait qu'il a cette dimension extrêmement transactionnelle des rapports interétatiques et un peu de jeu à somme nulle, c'est-à-dire si je soutiens, je protège la Pologne, qu'est-ce que j'ai en échange, donc qui est en opposition même avec l'idée même de ce pourquoi l'alliance a été fondée. Du côté des alliés, notamment d'Europe centrale et orientale, et Pologne en tête, on estime quand même qu'ils essayent de se rassurer en se disant qu'ils ont réussi à survivre à Trump 1, qu'ils ont appris à le gérer, donc ils internalisent en partie cette notion d'approche transactionnelle. Donc ils pensent d'une certaine manière pouvoir gérer un second mandat Trump, et s'il le faut, par des achats, des acquisitions somptuaires en termes de matériel militaire américain qui viendraient directement dans les caisses soit de l'État américain, soit de l'industrie de défense américaine. Donc ils ont d'une certaine manière anticipé ça. Et ils ont même anticipé un deuxième échelon qui serait une éventuelle bilatéralisation de la relation. C'est-à-dire que un certain nombre notamment de think tanks très proches de la mouvance dite MAGA, Make America Great Again, donc là vraiment la tendance Trump la plus dure, ont fait flotter l'idée de ce qu'ils appellent Dormant NATO, d'une mise en sommeil de l'OTAN, en disant l'OTAN en tant que structure multilatérale, tout ça ça nous intéresse pas, on la réactivera si un jour on en a besoin, mais en fait il y aurait un désinvestissement américain de l'institution OTAN. En revanche, on pourrait faire au coup par coup avec les États, les alliés, donc avec du américano-polonais, du américano-finlandais, du américano-roumain, et donc ça, il y a un certain nombre d'alliés qui sont prêts. Idéalement, ils préfèrent le faire dans le cadre de l'OTAN, mais s'il faut le faire en bilatéral, ils pourraient le faire. La dernière couche, et ça c'est important, c'est que derrière l'hypothèse Trump, il y a la perception forte par un certain nombre d'alliés d'un consensus bipartisan, et Dieu sait qu'il y en a peu aux États-Unis aujourd'hui, mais d'une forme de consensus bipartisan qu'on trouve également chez certains démocrates, de ce fameux pivot asiatique qui avait été appelé par Obama, et l'idée de dire les Européens sont riches, ils ont les moyens aujourd'hui financiers, s'ils le souhaitent, de financer une défense crédible face à la Russie, qui est une menace perçue, encore une fois, par l'establishment politico-stratégique américain comme une menace déclinante, avec un PIB en baisse, ils disent, en fait, si les Américains le voulaient, si les Européens le voulaient, ils pourraient se défendre contre la Russie. En revanche, la Chine, qui, elle, est une menace en pleine expansion, avec des moyens économiques sans commune mesure, là, il faut que l'Amérique puisse mettre tout son poids là-dessus. Et donc, l'idée d'une bascule, de dire,
pas forcément quitter complètement l'Europe, mais de mettre de plus en plus de moyens du côté de l'Indo-Pacifique et que les Européens soient plus autonomes, ça, ils le savent. Et là, il y a une division entre Européens, entre des Européens comme les Français qui se disent finalement c'est une bonne chose parce que ça va rééquilibrer l'alliance, et des Européens plus inquiets à l'Est qui se disent non, on ne sait pas faire sans les Américains, et absolument essayer de convaincre les Américains de rester le plus impliqués possible en Europe. Vous nous avez parlé jusqu'à présent là de votre séjour à Washington pour le sommet de l'OTAN. J'aimerais que vous reveniez maintenant sur votre voyage récent en Ukraine. Et s'il fallait retenir, je sais pas, peut-être 3 points très marquants de ce voyage, quels seraient ces points ? Et s'il vous plaît, assez brièvement, parce qu'on est en train vraiment de dépasser l'horaire habituel de ce podcast. Ok, je me dépêche. Quelques points qui m'ont frappé. Bon, il y a la situation militaire, parce que c'était vraiment le sujet du séjour, qui est difficile avec une supériorité militaire et matérielle russe, matérielle plus que militaire, qui s'ancre partout sur le front, supériorité numérique. Je veux dire, les Russes sont aujourd'hui à ligne 450 000 au moins, peut-être plus, hommes sur une ligne de front qui fait 1 millier de kilomètres. Les Ukrainiens sont plutôt dans les 300 000, et en même temps une situation qui n'est pas désespérée, parce qu'on a une nature du champ de bataille qui aujourd'hui donne une prime à la défensive par les Ukrainiens, avec des fortifications qui progressent, avec un champ de bataille extrêmement labouré par les mines, par un certain nombre de débris, par une mobilisation en hommes des Ukrainiens qui, en dépit des difficultés rencontrées, va commencer à produire ses effets. Et finalement, par rapport au mois de mars dernier, où on avait eu l'impression d'une percée avec l'offensive sur Kharkiv, et d'une potentielle percée russe, les Russes n'ont pas réussi à exploiter les quelques brèches qu'ils ont mis en place. Finalement, ils grignotent aujourd'hui du terrain, chaque jour quelques dizaines, centaines de mètres, mais à ce rythme-là, on calcule que ils atteindront pas le Dniepr avant la fin de la décennie, et donc c'est clair que il n'y a pas d'effondrement du front sans un moral ukrainien. C'est un autre point qui reste fort, même s'il y a des points d'affaissement. Deuxièmement, quelques points d'inquiétude majeurs quand même pour les Ukrainiens. 2 points, la situation en termes de défense solaire. Marc, vous le citiez au début du podcast, avec une campagne russe de bombardement qui s'est nettement intensifiée cette année, avec une précision et une logique accrue. Les Russes ont toujours bombardé le territoire ukrainien, mais là ils l'ont fait de manière plus systématique, avec un plan de ciblage plus clair, notamment sur les infrastructures énergétiques. On estime que plus de 50% de la production du pays a été aujourd'hui détruit par les frappes ukrainiennes, et ça inquiète énormément les Ukrainiens. On le voit par la situation, et on était en plein été de panne d'électricité régulière. Ils sont à 4 heures d'électricité par jour. Alors ils ont beaucoup acheté de générateurs sur fuel, ou même de panneaux solaires. Ils essaient de s'équiper, mais il y a l'hiver qui arrive. Et il y a, je dirais pas une panique, mais une grande inquiétude sur ce qui s'annonce à l'hiver, avec un parc énergétique qui sera de toute façon en deçà de sa capacité de production minimale pour chauffer les gens, très clairement. Et certains parlent même d'un risque de nouvelles vagues de réfugiés ukrainiens cet hiver. D'où le lien fort entre la défense sol-air et la situation, on va dire, quasiment humanitaire du pays. Ça se voit aussi sur le front, où par exemple les drones russes et l'activité des drones russes sur le front et derrière la ligne de front s'est considérablement accrue du fait du manque de moyens solaires. Donc ils arrivent à repérer, à frapper avec plus de précision, par exemple des systèmes d'artillerie en Ukraine. Les fameux HIMARS dont on a beaucoup parlé sont aujourd'hui victimes d'une vraie campagne de ciblage systématique par des drones qui parviennent à accéder
alors que il y a encore 6 mois, ils n'arrivaient pas à accéder derrière le front parce qu'il y avait une couche de défense antiaérienne forte. Le deuxième point, c'est la mobilisation. J'accélère, donc c'est la situation humaine. Hein. Du côté ukrainien, c'est très très prégnant et très inquiétant parce que on voit que on discutait avec un homologue ukrainien qui nous racontait que son beau-frère de plus de 50 ans venait d'être mobilisé, donc il y a un âge qui progresse en même temps. Voilà, il mobilise des gens de plus en plus vieux, aussi de plus en plus jeunes, donc on sent qu'il y a un terreau humain qui est un peu en train de s'étioler. Et voilà, c'est le dernier point, c'est-à-dire qu'en même temps on est sur une société qui est frappante par son niveau de mobilisation psychologique, économique. Par exemple, j'avais pas conscience à quel point les personnes privées ukrainiennes financent parfois à hauteur de 20-25% de leurs revenus mensuels l'effort de guerre avec des dons aux unités via des applications de dons. Donc il y a un engagement très fort et en même temps il y a une situation économique qui est très difficile. Il y a des réserves de change qui sont réduites. Les gens ont moins de moyens. Et puis voilà, les foyers sont aujourd'hui tous quasiment meurtris par les pertes qui sont considérables. Donc il y a quand même une inquiétude forte pour l'avenir. Vous avez déjà largement répondu à cette question, mais on voulait mentionner votre article dans la revue Politique étrangère que vous avez publié au début de l'année 2024, qui s'intitule « Les enjeux militaires de la guerre d'Ukraine, une impasse en trompe-l'œil ». 6 mois plus tard, est-on sorti de cette impasse en trompe-l'œil ? Non, on n'est pas sorti de l'impasse militaire tactique, c'est-à-dire que le front aujourd'hui, encore une fois, offre pas de perspective de changement majeur. En revanche, ce qui est de plus en plus clair, c'est que c'est pas sur la ligne de front que l'avenir de la guerre va se jouer, c'est sur les arrières socio-économiques, ce dont on parlait, sur ce qui va se passer notamment cet hiver, et donc la capacité de défense en surface, et puis les vraies évolutions politico-stratégiques. On évoquait l'élection américaine, qui est quand même dans toutes les têtes sur un changement potentiellement majeur dans la politique de soutien à l'Ukraine, qui va définir la capacité de l'Ukraine à se défendre. Et dans cette perspective-là, j'ai eu l'impression que la question d'un éventuel cessez-le-feu, on voit qu'il y a des choses qui ont bougé, le sommet de la paix qui a eu lieu en Suisse, l'idée d'aller vers des négociations est moins tabou côté ukrainien que ça ne l'était par le passé. On est encore très très loin aujourd'hui d'une position même d'accord pour un début de négociation avec la Russie, parce que la Russie continue à avoir des objectifs qui sont totalement déraisonnable en termes de reddition quasiment complète de la position ukrainienne. Mais l'idée de dire, si demain le front devait se figer, on leur demande pas de renoncer au territoire actuellement occupé. Et encore une fois, c'est encore très très difficile politiquement, émotionnellement d'y penser. Mais si le front devait se figer d'une certaine manière et que des garanties de sécurité pour l'Ukraine venaient le conforter de manière différente que ce qu'on a eu au moment des accords de Minsk par exemple ou encore par le passé du mémorandum de Budapest, il serait prêt à en discuter. Maintenant, c'est aussi de savoir quel type de garantie les Occidentaux seraient prêts à apporter, sachant que plus ces garanties seront importantes, plus ces conditions apparaîtront comme difficiles du côté russe. Évoquons maintenant, si vous le voulez bien, votre étude du mois de juin sur l'évolution de la posture française à l'est de l'Europe. Alors, c'est une longue étude, elle fait plus de 100 pages, donc il va être difficile de la résumer en 3 ou 4 minutes, mais peut-être quand même que vous pouvez nous expliquer les principaux tenants et aboutissants de cette bascule du flanc sud vers le flanc est des armées françaises. Alors, l'étude, ça s'intitule Retour à l'Est, et le but, c'était déjà de donner, y compris dans une perspective historique un peu longue, que en fait, ce flanc Est, dans lequel, pour un certain nombre d'observateurs des questions internationales et de la défense, la France a été
peu impliqué récemment. En fait, il y a eu une implication historique et on a un passé et dans un certain nombre de cas un passif français sur ce flanc est de l'Europe. Après la Première Guerre mondiale, la France s'était posée en garante de sécurité justement et finalement n'avait pas honoré ses engagements de sécurité dans les années 30. À nouveau, il y a eu un sentiment d'abandon après la Seconde Guerre mondiale et enfin dans les années 90 et 2000, au moment de cet élargissement de l'OTAN, de l'Union européenne et de cette intégration de ces pays d'Europe centrale et orientale, il y a eu de leur part un sentiment que la France finalement ne prenait pas vraiment au sérieux leurs préoccupations de sécurité, notamment vis-à-vis de la Russie, justement parce que la France était occupée ailleurs, à faire de la stabilisation, de la contre-insurrection, de la lutte contre le terrorisme, de l'Afrique à l'Afghanistan et puis à nouveau au Sahel en passant par l'Irak et la Syrie, et que finalement ce qui se passait à l'Est ne nous intéressait pas ou peu. Les choses ont commencé à changer un petit peu en 2014 avec l'annexion de la Crimée. La France a mis des sanctions contre la Russie, etc. Mais à ce moment-là, il y avait la vague d'attentats en France et encore une fois, la France a été quand même peu présente au rendez-vous. Il y a eu la mise en place de la présence avancée renforcée de l'OTAN dans les États baltes et en Pologne. La France a contribué à hauteur d'une grosse compagnie, on va dire, qui alternait entre la Lituanie et l'Estonie. Et la France n'était pas nation cadre. Les nations cadres, c'était les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Allemagne. Tout le monde attendait la France et finalement c'est le Canada qui était la quatrième nation cadre. Et donc il y avait un sentiment quand même de rendez-vous raté. En 2022, au moment de l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par la Russie, là, il y a vraiment eu une bascule. La France a annoncé tout de suite d'abord son renforcement de sa contribution au bataillon renforcé en Estonie, mais surtout l'ouverture, donc mission qu'on appelle Lynx, donc voilà, avec une contribution à plusieurs centaines d'hommes aujourd'hui dans ce bataillon, pratiquement voilà un bataillon franco-britannique, et puis surtout l'acquisition du statut de nation cadre en Roumanie. Il n'y avait pas de force avancée de l'OTAN permanente en Roumanie jusqu'à présent, et la France a annoncé qu'elle allait constituer un bataillon, battle group, enfin donc c'est plus qu'un bataillon, c'est un groupement tactique interarmes en Roumanie, dans lequel la France était nation cadre, assumait ses responsabilités de puissance de l'OTAN, avec aujourd'hui plus d'1 millier d'hommes en Roumanie. Et des alliés qui allaient contribuer, notamment les Belges, les Luxembourgeois et bientôt normalement les Espagnols qui vont contribuer donc à ce bataillon multinational en Roumanie pour la composante terrestre. Il y a aussi eu un renforcement des composantes aériennes et navales qui sont moins souvent mises en avant parce que voilà parfois un petit peu moins tangibles. La France contribue à la police du ciel des États baltes et de la Pologne de manière régulière depuis 2007, renforcée depuis 2016 et encore plus voilà présente depuis 2022 avec le déploiement d'un système solaire, encore une fois on en parlait, Mamba qui a été déployé en Roumanie là aussi pour faire en plus des avions Rafale ou Mirage 2000-5 qui patrouillent dans les cieux de l'est de l'Europe. On a aussi de la défense solaire et puis une composante navale là aussi très très mal identifiée je trouve dans les médias, mais avec une croissance de plus de 300% des contributions françaises au groupement naval en Atlantique Nord et en Méditerranée orientale qui contribuent à cette posture de défense de l'OTAN. Avec récemment, on en a parlé un petit peu dans la presse, la mise sous contrôle opérationnel de l'OTAN du groupement aéronaval du porte-avions Charles de Gaulle en Méditerranée. C'était une première dans l'histoire voilà française d'avoir son porte-avions unique mis à la contribution de l'OTAN. Oui, vous citez ce chiffre d'à peu près 2000 hommes maintenant donc qui sont impliqués
sur le flanc Est, ce qui fait de facto de cette zone la première zone de déploiement des armées françaises. Absolument, absolument. Pour la première fois depuis la fin des guerres des Balkans, l'Europe est redevenue le principal théâtre de déploiement des forces armées françaises. Alors ça s'est fait au même moment qu'un retrait d'Afrique, avec le redéploiement post-Barkhane et les retraits du Mali, du Burkina Faso, du Niger, et puis une réduction qui a été annoncée aussi de la posture en Afrique. Mais au même moment, on a vraiment un réinvestissement de ce territoire européen, notamment dans son flanc Est. Enfin, on a parlé de la situation politique américaine, mais aussi pour la France. Ce podcast est enregistré le 16 juillet 2024, dans un contexte politique inédit pour la France, qui sort d'une séquence électorale consécutive à la dissolution de l'Assemblée nationale. Le premier tour des élections législatives a été marqué par le score historique du Rassemblement national, ce qui a suscité des interrogations sur une possible cohabitation ou sur des sujets tels que la poursuite de l'aide à l'Ukraine, le rôle du président de la République comme chef des armées, etc. Le brouillard de cette séquence électorale n'est pas encore totalement dissipé, puisque aucun parti n'a réussi à obtenir de majorité absolue à l'issue du second tour. On voulait savoir que vous inspire toute cette séquence de votre point de vue de chercheur qui travaille sur la défense, et qu'est-ce que cela dit des institutions de la Ve République, de leur fragilité et de la capacité de la France à rester un allié fiable. Bon, alors je n'oserais pas m'engager sur des grandes considérations d'ordre politique ou encore moins constitutionnel, parce que ça dépense totalement mes compétences. Ce qui me frappe d'abord, c'est les interrogations que ça suscite chez nos alliés, chez nos partenaires, partout où j'ai pu aller, depuis Kiev jusqu'à Washington, et j'ai rencontré des gens de tout un tas de nationalités. La question était sur toutes les lèvres, ils s'interrogeaient, je parlais de la campagne américaine, mais l'autre sujet, c'était quand même la situation politique française, qui suscite beaucoup d'inquiétudes. Alors certains parlent de modèle à la belge, mais en fait, force est de constater que quand c'est la France qui est dans une situation de marasme ou d'indécision politique, ça n'a pas les mêmes conséquences, avec tout le respect que j'ai pour nos amis belges, mais en termes international que quand c'est un plus petit pays. Donc beaucoup d'inquiétudes, beaucoup de préoccupations sur... Au-delà, alors il y a la question de la trajectoire politique, et puis il y a la question de la capacité simplement politique à prendre des décisions, à assumer des engagements qui ont été pris par le passé. On parlait de l'accord bilatéral qui a été signé le 16 février dernier, France-Ukraine. Dans quelle mesure le gouvernement ou les autorités politiques qui seront issues, qui sortiront de la situation actuelle, continueront à mettre en œuvre les engagements. Il y a eu des annonces qui ont été faites juste avant la dissolution, comme par exemple la livraison de Mirage 2000-5 à l'Ukraine. Il y a évidemment aujourd'hui une grande suspension là-dessus. On parle des engagements financiers à l'Ukraine. Est-ce que on connaît la situation des finances publiques en France? Est-ce que la France sera capable de tenir finalement ses engagements, y compris financiers? Et au-delà de ça, au-delà de l'aide à l'Ukraine, sur la trajectoire de défense, on a une loi de programmation militaire qui a été votée l'été dernier, il y a exactement un an, avec aujourd'hui une augmentation normalement du budget de défense, avec des marches hautes à 3 milliards supplémentaires rajoutés chaque année. Est-ce que dans les situations de potentielle paralysie, y compris pour le vote du budget, y compris en termes d'arbitrage financier, si on a un changement aujourd'hui d'orientation de couleur politique, est-ce que ces engagements seront tenus ou est-ce qu'ils seront remis à plat? Donc aujourd'hui c'est ça les questions qu'on a tous en tête en tant qu'experts de défense, on va dire, vis-à-vis de la situation politique française. Elie Tenenbaum, merci beaucoup d'avoir participé à ce podcast. Nous vous recommandons vivement, chers auditeurs, d'aller sur le site de l'IFRI pour lire l'étude d'Elie Tenenbaum et Amélie Zima sur le flanc Est, ainsi que l'article coécrit par Elie Tenenbaum dans la revue Politique étrangère sur les enjeux militaires de la guerre d'Ukraine. En outre, n'hésitez pas à vous abonner au Monde selon l'IFRI sur votre plateforme préférée et à suivre l'Institut français des relations internationales sur les réseaux sociaux. À bientôt pour un prochain épisode. Merci, à bientôt.